You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines. Et aujourd'hui, c'est un petit cocorico qui m'enthousiasme, c'est que je reçois quelqu'un qui est venu à notre micro en 2014, si je ne me trompe, qui est Fouad Semlali. Bonjour Fouad. Salut Michel, merci, c'est super sympa de te revoir. Je vais situer le contexte rapidement. Je suis allé dans une soirée BNI pour découvrir le réseau que je connaissais de réputation. J'avais participé une fois il y a très longtemps, mais j'étais pas dans l'entrepreneuriat, donc maintenant ça m'intéressait plus. Et on s'est retrouvés là-bas et on s'est dit, mais ça me rappelle le podcast qu'on a fait ensemble. Je l'ai repartagé sur LinkedIn d'ailleurs récemment. Tu parlais de coaching. Oui, tout à fait. Et comme on dit, il n'y a pas de hasard en fait, il n'y a que des rencontres. Moi j'appelle ça des radars de l'âme. Ouais. On s'attire au moment où on a peut-être besoin de s'attirer, de se voir. Exactement. Donc ça m'a fait très plaisir de te revoir. Je me suis dit, tu sais quoi Fouad, ça fait 10 ans. Et si on remettait le couvert, si on refaisait un podcast et si on faisait un petit bilan de la situation, d'autant plus qu'à l'époque où tu es venu, on n'avait pas encore structuré mes interviews de la même façon. Donc ici j'ai un petit schéma, je te propose qu'on suive comme si c'était un premier podcast. Parce que entre 2014 et aujourd'hui, il y a quand même 10 ans qui sont écoulés. Donc il y a beaucoup de choses nouvelles, alors autant refaire à zéro. Oui, ça te tout va? à fait. Je suis partant. De ton rêve d'adolescent à ce jour, que s'est-il passé? Et le but de la question, c'est de savoir, est-ce que Fouad, finalement, t'es aligné avec ton rêve d'ado aujourd'hui? Non, mais c'est même plus loin parce que c'est même pas un rêve d'ado, c'est un rêve d'enfant. Et en fait, quand j'étais enfant, je voulais être docteur. Je voulais être médecin. Je voulais prendre soin des gens, en fait. J'aimais bien, justement, cet aspect. Aussi attiré par des personnes sur lesquelles on porte le moins d'attention. Souvent, ce qu'on appelle les gens un peu bizarres. Les gens qui ne sont pas dans le rang, en fait, qui ne sont pas dans un espèce de cliché ou un espèce de stéréotype. Et j'ai souvent été attiré par ces personnes-là. Est-ce qu'elle a renforcé aussi? Oui, tout à fait, et c'est pour ça qu'on se retrouve. La preuve, c'est que quand j'ai eu des contacts avec ces personnes-là, ça s'est renforcé. J'avais plus envie, en fait, d'apprendre à les connaître. Parce que comme il y avait peu de personnes qui s'intéressaient, moi, ils m'intéressaient, ces personnes. Et moins celles qui étaient donc dans les spotlights, et donc ceux qui étaient bien habillés ou qui projetaient des choses positives. Pour moi, c'était plutôt aller vers ces genres de personnes. Puis plus tard, ça a évolué. Parce que j'ai eu à un moment une forme de déception aussi par rapport au contact qu'on peut avoir avec certaines personnes, c'est qu'on n'a pas forcément le retour. Qu'est-ce que tu appelles le retour? Quand j'ai le retour, et ça c'est un peu un fil rouge dans ma vie, c'est j'aime bien donner. J'aime bien donner. Et quand tu aimes donner, il est important aussi que la personne en face puisse le réceptionner. Ouais. Pour ensuite donner, et toi aussi tu réceptionnes. Et pour moi, ça crée un cercle vertueux. Absolument. Et comme j'étais un peu frustré en ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi ne pas non plus m'occuper des animaux? Et donc mon rêve a évolué. Et je me suis dit, tiens, je voudrais être vétérinaire. Et aujourd'hui, le métier que je fais, c'est même pas un métier, je parle même plus de métier, je parle des activités en fait. Ce que je vis aujourd'hui, Ce qui te passionne. et ce qui me passionne, a toujours trait autour de la curiosité, de l'humain et même des animaux. Waouh. Mais oui, en fait, nous sommes des bêtes d'émotions. Et quand je dis bêtes d'émotions, c'est parce que les émotions, on les vit de manière très différente d'une personne à une autre, et bête parce qu'il y a aussi un peu ce côté bestial. On se laisse submerger par des émotions, que ça soit positif ou que ça soit moins positif. Mais l'être humain, et même les animaux, il suffit de parler avec certaines personnes, encore il n'y a pas longtemps, quelqu'un me dit « Mon chat est plus important que mes enfants. » C'est touchant. Et quand je pose la question « Mais pourquoi ?» Il y a de la présence. Et en fait, je crois que c'est le lien, c'est ça en fait, c'est la présence. Tout ce qui peut développer de la présence, tout ce qui peut amener de la présence. C'est marrant que tu dises ça parce que juste avant ce podcast, j'ai enregistré un podcast avec Catherine Dossun, qui est une coach spécialisée en théorie polyvagale. Et elle expliquait qu'en fait, notre nerf vague, il a un rôle avant même notre pensée aussi. On était en train de conclure cet épisode en se disant, tiens, finalement, on a tendance à trop oublier que nous sommes nous-mêmes des animaux. Tout à fait. Tout à fait. Ça rejoint ce que tu dis. Tout à fait. En fait, la différence, je pense, c'est apporter plus de conscience à ce qu'on vit et comment on le vit. Ou des histoires qu'on se raconte. Parce qu'on dit qu'on est humain, mais quand on regarde ce qu'on fait, je crois que l'animal est beaucoup plus humain que l'humain. C'est pour ça que je parle de conscience. En fait, il n'y a pas forcément de bonnes ou de mauvaises actions. Là, j'ai l'impression un peu de parler comme Edouard Baird, pour ceux qui ont la ref. Mais c'est vrai que la présence est importante. La conscience est importante. Mais c'est difficile d'être présent si on n'a pas de conscience. Donc, quand je dis qu'il n'y a pas de mauvaises ou de bonnes actions, c'est on peut commettre une mauvaise action, entre guillemets, qui peut être perçue comme mauvaise. Si on le fait en conscience, pour moi, elle a plus de valeur que si on la répète de manière inconsciente. Parce qu'on peut porter préjudice aux autres, tout en portant préjudice à soi-même. Sans même prendre le temps de faire une réflexion. Exactement. Ouais. Et donc là, je rebondis sur ça. En fait, tu parles de se mentir à soi-même. Exact. Ouais. Et on le fait constamment. Ouais, tous les jours, tout le monde. Et regarde les réseaux sociaux, ça crève l'œil. Exactement. Ça crève la lecture. Mais oui. Et l'accepter, c'est déjà un pas. Pas mal. Tu as fait un choix spécifique par rapport à cette envie que tu avais déjà très jeune de t'occuper de l'humain? Bien non. Non. Bien non. Ça n'a pas guidé tes études? Non. J'ai erré pendant les études. Il m'a fallu du temps avant de comprendre que c'était difficile pour moi de rester assis sur un banc et d'écouter. Et c'était difficile. Et susciter l'attention aussi. Il y avait certains cours, je me rappelle en secondaire, où on était au fond de la classe,
Et je discutais avec un de mes potes, et on discutait des sujets des cours. On aimait bien aller un peu plus en profondeur, de parler de différents aspects, surtout quand on parlait de géopolitique, de géographie, de politique, d'économie. Ce sont des sujets qui m'ont toujours passionné. On a pu échanger. Mais c'est vrai que susciter l'intérêt et éveiller la vocation chez les gens à l'école, c'est encore quelque chose sur lequel je reste assez critique. Et donc, je n'ai pas choisi ce type d'études-là. Pourquoi ? Je suis fils d'immigrés et comme beaucoup certainement vont se reconnaître, nos parents, quand on est fils d'immigrés, ils souhaitent que nous allons vers des métiers qui soient plus porteurs ou des fois avec certains clichés. Évidemment, ils veulent tous qu'on soit avocat, qu'on soit médecin, qu'on soit grand scientifique, grand général dans l'armée par exemple. Et donc, on doit trouver un équilibre entre les deux. On reste dans l'objectif de dire, il me faut un travail qui me paye suffisamment et qui permet de subvenir à mes besoins. Aujourd'hui, on est clairement dans une société, on va dire, on est dans une société entre guillemets développée. Ok, on a ce qu'on veut, entre guillemets, on est au niveau matériel, mais on veut aussi avoir la recherche du sens. Ouais. Et c'est là un moment ou un autre, quand ça s'éveille, on se dit, oui, mais le sens et l'action sont différents. Quand mon père a décidé d'émigrer et de venir d'abord en France et puis ensuite en Belgique, c'est pour donner une vie meilleure. Ben, moi aussi, aujourd'hui, j'ai envie de donner une vie meilleure. Ouais, clairement. Mais les actions seront différentes. Parce que l'histoire est déjà différente. Parce que aussi. l'histoire est différente. Mais maintenant, on peut le voir, par exemple, on voit à Bruxelles, on a beaucoup de gens qui travaillent à la STIB. Ben, ce sont les enfants de personnes qui ont travaillé là avant, qui sont aussi peut-être les enfants de la première génération de gens qui sont venus travailler à la STIB. Et donc, il y a une forme de loyauté derrière. Il y en a qui peuvent être complètement alignés par rapport à ça. Maintenant, je pense que l'exercice aussi, et les générations à venir sont en train de prendre conscience de tout ça, c'est de dire comment je peux acter de manière positive tout en étant aligné avec le sens que j'ai envie de donner à ma vie. Tu avais choisi la voie du coaching. Oui, exactement. Coaching qui est un mot galvaudé, il y en Tout a à fait. beaucoup. Alors, Tout je à fait. rassure souvent les gens qui viennent à mon micro, il n'y en aura qu'un qui vous convient à vous. Et c'est une question de feeling avant tout. Oui, tout à fait. Et je dirais même aujourd'hui, je dirais plutôt que le coaching n'est même plus un métier, c'est une attitude. Ça, c'est beau. C'est une attitude. Quand on réfléchit aussi, à un moment, il y a certaines personnes, quand j'ai fait cette réorientation, qui ne comprenaient pas très bien non plus en se disant « Mais attends, Fouad, tu as quand même fait pas mal de boulots qui sont différents par rapport à ce que tu fais aujourd'hui. On sent cette différence. Qu'est-ce qui a fait que tu passes le pas ?» Ben moi, c'est le sens. Ouais, c'est ça, c'était une recherche de sens, tu l'avais dit. C'est une recherche de sens, Ouais. exactement. Ouais. Exactement. Tu t'es fait certifier coach. Oui, tout à fait. Voilà. Et Tout puis à tu fait. t'es intéressé à la PNL. Je me suis intéressé à la PNL, donc la programmation neurolinguistique. Et puis de là, évidemment, de fil en aiguille aussi, je me suis intéressé à l'hypnose ericksonienne. Tu en parlais dans ton premier épisode déjà. Oui, tout à fait. Et donc, je suis resté dans cet esprit-là et plutôt suivre un peu, on va dire un peu les travaux de Carl Gustav Jung, parce qu'évidemment, donc dans le Dont tu domaine parlais de aussi, l'humain, oui, voilà, on Ouais. va parler de Freud, on va parler de Jung. Oui, donc ça, c'est Jung Forever, oui. T'en avais parlé. Est-ce que depuis 2014, depuis notre première interview, tu as évolué dans l'apprentissage de nouvelles théories, de nouveaux outils? Parce que je te sais très curieux. Donc, je sais que tu t'informes toujours sur les dernières tendances en coaching, en accompagnement de l'individu. Tu peux nous en parler? Mais oui, je me suis fort intéressé jusqu'à quelques années où il y a eu l'apparition de l'intelligence artificielle et je me suis plutôt intéressé à l'intelligence artificielle aujourd'hui et sur les nouvelles technologies. Je crois qu'il y a une complémentarité entre les deux et c'est plutôt sur ces sujets-là. Sinon, sur le reste, tu découvres à un moment ou à un autre qu'on fait que répéter la même chose depuis des milliers d'années. C'est juste le branding qui est différent, le nom est différent. On réinvente rien. Mais on réinvente rien. C'est souvent la même chose, ce sont des angles différents. La PNL est issue de l'hypnose aussi, hypnose ericksonienne. Mais quand on va chercher plus loin, on peut parler par exemple des archétypes de Jung. Ben oui, on va les retrouver dans certaines approches aujourd'hui. Donc tout ça, en fait, c'est juste, j'ai l'impression que ce sont les mêmes ingrédients, mais que ce sont des plats différents. C'est une belle métaphore, j'aime bien. Alors, Fouad, ce qui veut dire que tu es toujours coach aujourd'hui ou plus du tout? Je vais dire, je ne suis plus coach. J'exerce le métier de coach. Tu accompagnes toujours l'humain, Voilà, toujours tu l'humain. guides l'humain et Tout tu à fait. l'accompagnes donc à une recherche de sens. Tout à fait, à une recherche de sens. J'aime bien aussi travailler à aider justement les personnes à clarifier leur vision. Quand je dis clarifier leur vision, on peut faire le lien avec le why de Simon Sinek, qui pour moi est aussi une découverte il y a des années qui a chamboulé ma vie. Ils disant oui, mais c'est vrai, on peut faire des choses, mais en fait c'est le pourquoi on fait ce qu'on fait qui est important. Et donc je vais accompagner les gens justement à découvrir leur pourquoi, à le redécouvrir, à le retravailler, à prendre conscience aussi de leurs compétences clés, donc de leurs talents naturels, parce que je crois que chacun a des talents naturels qui sont différents les uns des autres. Et si on arrive à en prendre conscience chacun, on peut améliorer aussi notre collaboration. Et donc aujourd'hui, je me suis plutôt orienté vers le monde business, comme on aime le dire, du business coaching, même si j'aime pas trop ce terme. Pour moi, il y a des valeurs ajoutées dans la vie et il y a une valeur ajoutée économique. Et cette valeur ajoutée économique ne peut pas exister s'il n'y a pas de développement qui se fait par les dirigeants et par les collaborateurs. On parle aujourd'hui de durabilité. Mais la durabilité, c'est pas de travailler uniquement pour l'argent, c'est de travailler aussi pour un sens. Oui, exactement. Être aligné avec sa mission de vie. Et c'est ça aujourd'hui ma mission, c'est d'accompagner des entrepreneurs, des dirigeants, à prendre conscience de leur vision, de leur pourquoi ou de le reclarifier, de manière à pouvoir se redéployer.
le monde change et le monde change très très vite. Plus vite qu'on Et pense l'ancrage encore. devient très 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 important. Ouais, clairement. Ça réveille toujours chez moi pour l'instant quand on parle d'accompagner en entreprise. Tu vois, il y a des approches différentes avec différents noms comme l'agile et autres. Et puis tout d'un coup, tu as sur les réseaux Agile is died. Ok, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont belles au départ, qu'on accueille avec les bras ouverts et beaucoup d'enthousiasme. Et puis on se rend compte que parfois ça marche pas aussi bien qu'on le souhaite parce que quelque part, il y a encore ce fichu humain derrière, tu vois. On essaye toujours, j'ai l'impression, de venir dans l'entreprise, d'aller vers le bas. Mais on fait deux choses qui sont des problèmes à mes yeux, c'est qu'on sépare vie privée et vie professionnelle. Or, elles ont un lien. La preuve, le burn-out, le ramène chez toi, ou tes stress chez toi, le ramène au travail et tu es moins productif. Et puis la deuxième partie, c'est qu'il est urgent qu'on comprenne que c'est l'individu dans sa cellule unique et dans sa famille qu'on doit d'abord rendre heureux chez lui, dans sa maison, dans son privé, pour qu'il vienne heureux déjà au travail, avec un contrat social réinventé où il y a du respect, de l'amour et de l'égalité pour tous. Et là, alors à ce moment-là, on est prêt à écouter les messages de l'entreprise qui te dit on va changer la culture d'entreprise. Mais si tu arrives à l'entreprise avec un divorce sur le dos ou des pensées toxiques parce que ta famille n'est pas heureuse, tes enfants sont pas heureux, qu'ils sont harcelés à l'école ou quelque chose qui ne vont pas, est-ce que tu es vraiment réceptif à entendre les messages, quels qu'ils soient, s'ils sont positifs d'un coach en entreprise? Tu vois? C'est un peu le débat que ça mène chez moi quand j'entends ces genres de choses. Tu es confronté à ça? Tu réfléchis à ça parfois? Oui, tout à fait, parce que c'est quand même intéressant. Ces derniers temps, je suis de plus en plus confronté à ça. On se retrouve dans une situation sociale et économique qui peut paraître très difficile pour certaines personnes. Et donc, on vient à produire de l'argent, de la performance, de l'efficacité. Et donc, on va faire des raccourcis. Exact. En disant, on n'a pas le temps de gens qui soient malades, de les accompagner, ça ne va pas. On va les remplacer ou on va les coacher, on va appeler quelqu'un pour les coacher et pour qu'ils se positionnent fermement. Mais on oublie qu'il y a des personnes qui travaillent dans des organisations et pas forcément consciemment, mais ils sont là pour une mission. Il y a quelque chose qui leur fait plaisir derrière. Une projection positive. Ça peut être, je vais travailler, j'ai ce boulot, ça me permettra moi de donner plus de confort à ma famille. Mais c'est aussi un confort personnel pour certains en se disant, je vais pouvoir évoluer. Je sais que si je travaille pour telle ou telle société, elle a super bonne presse, il y a pas mal de moyens qui sont mis en avant, et donc je vais le faire. Et ça, on retrouve surtout dans des grandes sociétés de management, les fameux entre guillemets Big Four, où ça, c'est fort présent. Ouais, tout à fait. Et où les valeurs qu'on annonce ne sont pas toujours des vraies valeurs, c'est celles qu'on aimerait avoir mais qu'on n'a pas en fait. Mais les valeurs, il n'y a pas que les valeurs, il y a aussi l'orientation personnelle que tu as vis-à-vis des valeurs. Oui, puisque tu as dit faire sens. Exactement, faire sens. Maintenant, tu sais, si tu as une valeur de sécurité, tu pourrais faire du mal à quelqu'un d'autre pour ta propre sécurité. Donc, ta valeur n'est pas remise en question. Clairement. Et tes actions. Mais là, quel est le sens que tu donnes à ta vie alors? Alors, il y a autre chose qu'on constate aussi beaucoup pour l'instant, je trouve, c'est la culture du blâme. Cette nouvelle génération, elle ne s'investit pas, elle ne comprend pas, elle n'est pas prête à faire des heures supplémentaires. Moi, j'ai envie de répondre aux managers qui parlent comme ça, mais est-ce que tu te rappelles que ces parents, tu les as peut-être foutus en burn-out dans ta boîte et qu'ils l'ont vu, qu'ils ont assisté à ça, et qu'ils ont vu qu'on traitait leurs parents comme des numéros? Est-ce que tu crois qu'ils ont envie de faire un copier-coller de ça? C'est exactement, et c'est marrant que tu en parles. Hier, j'en discutais avec une personne qui travaille dans la RH et qui me dit, Fouad, tu sais qu'aujourd'hui, c'est les 50+ qui sont les plus stables dans les entreprises. Les plus dociles. C'était le bon mot. Oui, je pense qu'il y a le mot qui était en dessous, c'était ça, c'était qui était docile. Et je lui dis, mais comment? Et elle me dit, ils sont à l'heure, ils n'hésitent pas à faire des heures supplémentaires, ils ne vont pas forcément critiquer. Et puis, évidemment, on passe sur le sujet suivant, qui est les jeunes. En me disant, mais oui, mais les jeunes sont beaucoup plus critiques. J'ai dit oui, et c'est vrai qu'à un moment aussi, j'ai eu du mal par rapport à ça, jusqu'à se remettre un peu en question. Mais tu as raison, Michel. C'est vrai qu'ils ont observé leurs parents, Mais l'exemple, c'est leurs nous. grands-parents et l'exemple en se disant, mais on est critique, nous, on ne veut pas faire ça. Il y avait un site comme ça qui s'appelait L'exemple, c'est nous. Tu sais? Non, je ne connaissais pas. Mais va voir, ça existe encore. L'exemple, c'est nous, les gars. Okay. On l'oublie trop souvent. Oui. En fait, on oublie de se regarder. C'est un peu ce que tu disais au début dans ton intro. Hein. On Oui, tout à oublie de fait. se questionner sur qui on est, ce qu'on fait. Je crois qu'on est dans une société, tu l'as dit, qui change tellement vite. On est tellement stimulé par les écrans, par les réseaux sociaux, par le stimulus immédiat. Tout Il à nous fait. faut un like sur TikTok tout de suite, tu vois, parce que... Exactement. Mais ce qu'on oublie, c'est que ce like, il dure un millième de seconde. Dans la seconde qui suit, la personne t'a oublié. Par contre, quelqu'un qui va écrire une recommandation parce que tu l'as accompagné en tant que coach sur Google, il a pris 10 minutes de sa vie, qui est courte, il ne vit qu'une fois, pour te faire un compliment. Mais ça a 1000 fois plus de poids, mais tu n'en auras peut-être que 2 et pas 10 000 likes. Mais qu'est-ce qui a plus de valeur, 10 000 likes ou la recommandation? Oui, Tu tout vois à où je fait. veux en venir? Oui, tout à fait, tout à fait. Tu as souligné un point important, c'est l'instantanéité. On prend plus le temps, on prend Oui. plus le temps de rien. Et si on prend plus le temps, on prend déjà plus le temps pour qui en premier? Pour soi. Et ça, c'est le premier problème de la société. J'ai envie de dire, c'est la première maladie auquel le coach s'est confronté. Tu sais, un jour, quelqu'un m'a dit, remplace le mot temps par vie. Oui, on ne vit qu'une fois en plus, c'est vrai. Le temps que tu perds, tu peux plus le On récupérer. ne prend pas la vie, Ouais, on n'a c'est pas ça. la vie. Ouais. On n'a pas la vie qu'on rêve. Et quand les gens sont sur leur lit de mort, les mots qui peuvent revenir parfois, c'est « je regrette
Je vais pas réaliser mes rêves. Mais qu'est-ce qui t'en a empêché? Exactement. Qu'est-ce qui t'a empêché de réaliser tes rêves? Exactement. À part toi-même. Exactement. Des fois, c'est la peur de réussir. Hein. Oui, C'est la peur de alors, nos l'inconnu. biais cognitifs, on en Exactement. parler. Exactement. Parce que ça rappelle aussi écoute, après le podcast qu'on avait fait, donc il y a plus de 10 ans aujourd'hui, on était plusieurs à s'être associés en se disant, tiens, on va accompagner des personnes à réaliser leurs rêves. Ouais. Et en fait, l'idée, c'était d'organiser des soirées où, une fois qu'ils passent le pas de la porte, ils sont 3 ans ou 5 ans plus tard. Et donc, ils doivent s'exprimer comme si c'était 3 ans ou 5 ans plus tard. C'est beau, ça. C'était magnifique, en fait. C'était magnifique. Maintenant, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a des personnes qui ne se permettent même pas de rêver. On avait des personnes sur le pas de la porte qui Triste, n'osaient ça. pas passer la porte en se disant « Mais je ne peux pas m'autoriser à rêver parce que si je n'y arrive pas, Je vais être frustré. je vais être frustré. Je vais perdre confiance en moi. Et la frustration, c'est un nouveau thème aussi qu'on peut aborder dans les entreprises. Elle est récurrente. Elle est récurrente parce qu'on n'a pas le poste qu'on veut, on n'a pas le salaire parce qu'on se compare à l'autre. Ça va être aggravé parce que bientôt, il y a une norme européenne qui va être mise en place dans les entreprises où il y a la transparence des salaires qui va être requise pour égalité hommes-femmes, entre autres. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'accueille à grands bras. Ça va générer des challenges pour les employeurs. Hein. Tout On a fait un événement chez Humana il n'y a pas longtemps sur ce thème. C'est un gros challenge. Hein. Tout Va à fait. dire tout d'un coup à quelqu'un qui va découvrir que l'autre personne fait exactement le même taf que lui, il a presque un tiers du salaire en plus. Négocie ça et discute de ça. Maintenant, je dirais que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle une fois qu'on s'intéresse au salaire de ses collègues. Même si Non, c'est mais une c'est réalité, ça. je le rencontre en c'est ça. entreprise. Hein, Voilà, ouais. les personnes savent de manière, entre guillemets, non officielle, combien chacun gagne. Ils ont besoin aussi de se positionner. Et là, on en revient à une autre valeur, c'est la valeur de reconnaissance. Et on Exactement. revient dans reconnaissance, on entend le mot sens à nouveau. Ouais, exact. Désolé, C'est beau. je tape sur le clou, mais Non, c'est vrai. c'est Ouais. vraiment ça en fin de Ouais. compte. C'est de se dire, mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est pour ça que souvent, une des questions du pourquoi, quand tu veux définir ton pourquoi, c'est quelle est l'activité que tu peux faire sans te rendre compte que le temps passe? Ah ouais, clairement. Moi, Quelle j'ai est la réponse. Hein, c'est du l'activité podcast. Voilà, quelle est l'activité que tu aimes faire et pour lequel tu t'empêcherais de manger? Ah, pareil, podcast. Voilà. Ça te rappelle pas certaines personnes en entreprise qui Oh, que travaillent de si. cette manière-là? Ok, si. Ouais. Ouais. Moi, je t'avoue, j'ai parlé de ça parce que je le voyais plus dans le sens où il y a un réveil qui va se faire obliger par cet aspect-là, légal. Et à un moment donné, j'espère que ça va les amener à cette réflexion sur le sens pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas. C'est un processus, comme Ah. tout changement sociétal, c'est une minorité qui fera bouger la majorité à un moment ou à un autre. On n'a pas encore beaucoup parlé pour l'instant, ni dans le premier épisode, d'ailleurs je m'en rappelle, du comment. On se rend compte de la richesse culturelle et de la curiosité dont tu fais preuve. Ce que je te dis là, c'est des compliments, mais je les pense. Donc c'est pas pour te flatter. Je dis, c'est une question de finesse. On t'entend t'exprimer, on se dit, mais moi j'ai envie de bosser avec un mec comme ça. On te contacte, déjà comment, et puis comment est-ce que tu entames un parcours avec quelqu'un? Alors on me contacte tout simplement, ça peut être soit par email, soit sur un formulaire sur mon site web, soit par téléphone. C'est un premier temps d'abord de découverte. On parle d'humain. Et donc je pense qu'il est important aussi que chacun puisse se positionner. Autant, entre guillemets, le candidat coaché que moi, j'aime avoir ce petit moment, qui peut être une demi-heure, 3/4 de grand maximum, sur lequel on va échanger. Moi, je peux faire une certaine récolte d'informations parce que ça me permet de voir un peu le cadre, le contexte. Et quelle est ton intention? Moi, mon intention, en fait, dans un premier temps, c'est de voir si je suis, entre guillemets, légitime ou en tout cas, si je peux aider cette personne-là. Par rapport aux besoins, donc. Par rapport aux besoins. D'accord. Je te dis ça pourquoi? Parce que tu peux arriver sur des personnes avec des problématiques qui vont plutôt se situer au niveau psychologique, même des fois médical. Thérapeutique, psychanalyse. Thérapeutique, psychanalyse, psy. D'accord. Et donc, je travaille avec plusieurs personnes dans ces métiers différents. Le mot-clé, c'est l'honnêteté intellectuelle de te dire, il y a une zone où je ne peux pas rentrer, Ah oui. c'est un pro d'abord et moi après. Ah oui, clairement. Ça, tu l'avais dit d'ailleurs, hein, dans la Clairement, première oui, interview. tout à fait. C'est important parce que sinon tes actions vont Tu peux faire plus de dégâts vont que faire plus de dégâts. Ouais. Effectivement. Donc pour moi, il est important aussi que la personne, parce que le coaching, c'est quoi? C'est de se dire, aujourd'hui, je me projette dans le futur. Voilà, je veux de la remise en action ou de continuer, donc de maintenir cette action. Il y en a certains même qui veulent être challengés sur les actions qu'ils mettent en place. Et ça, c'est un accompagnement de qualité alors. C'est un accompagnement qui va être plus précis. Je me retrouvais aussi avec des profils qu'on appelle aujourd'hui, c'est un grand sac, on met tout et n'importe quoi. Désolé, je ne dis pas que les gens sont du n'importe quoi, mais on va retrouver du neuroatypique, du haut potentiel et ainsi de suite. TDAH et autres. Du ouais. TDAH, même si, bon, j'ai mon avis un peu là-dessus. On n'implique pas ça, on n'a pas, je pense, encore vraiment bien compris. Mais ce sont des gens qui se ressentent assez différents. Et l'idée, c'est pas de faire la psychologie à la place des autres, c'est d'amener, de voir un peu dans l'angle mort de ces personnes, des personnes que j'accompagne, quels sont leurs talents. Pour moi, c'est surtout des quick wins au début. Donc après la demi-heure ou 3/4 d'heure qu'on va passer ensemble, on va voir si on se sent. Donc là, on revient sur le côté animal un peu, on se dit, si on se sent, si on ressent, si on Ça voit peut qu'on va matcher. travailler ensemble. Oui, exactement, si ça peut matcher. Et puis de là, on définit ensemble, où je demande au candidat quels sont les objectifs, qu'est-ce qu'il a envie d'atteindre.
La question qu'on pose à tous les coachs, parce que derrière, il y a toujours le pain point, hein, c'est le paiement, la douleur de payer un service et de se dire, quelque part, c'est aussi une façon de m'engager dans mes attitudes, dans mes choix. La question qui va arriver souvent, c'est, oui, coach, mais combien de séances il faut pour que j'atteigne mon objectif? En fait, ça va dépendre de ton objectif d'une part et puis de tes capacités à toi à changer, parce que le changement, c'est un processus en 4 étapes, dont la 4e, c'est la pérennisation qu'on oublie trop souvent. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent, alors coach, combien de sessions seront nécessaires pour mon accompagnement? Discutons d'abord de tes objectifs. Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place? Qu'est-ce que tu as envie de changer? Parce que dans les objectifs, tu peux avoir des gens qui ont un objectif qui soit global. Ou réaliste ou pas réaliste aussi. Il y a l'irréalisme d'un objectif parfois. C'est pas grave, hein. L'objectif est réaliste, c'est souvent ce qu'on appelle le rêve. C'est vers là où on tend. Et donc ça reste pour moi positif, parce qu'entre-temps, le rêve change comme tu l'as entendu. Quand tu m'as posé la question tout à l'heure, je suis pas médecin, je suis pas vétérinaire aujourd'hui. Ouais. Mais ça m'a permis de tendre vers certaines, en tout cas, compétences ou affinités que j'ai. C'est réassurant en fait, parce qu'on a besoin aussi de se réassurer. Absolument. Donc nous, dans ce cadre-là, on va découper l'objectif. Et c'est pour ça que dans un coaching, surtout lorsque tu as une certification, on t'apprend justement à différencier les différents objectifs et à pouvoir aussi mettre ce qu'on appelle un KPI, un indicateur de performance. KPI, oui. Un KPI, exactement. Et c'est sur les étapes dans lesquelles tu vas aller step par step, étapes, voilà, où tu c'est ça. évolues chacune Voilà. par un KPI qui te permet de dire on va au suivant ou pas. Exactement. Si on prend un exemple de personne qui dit « Tiens, mais j'ai envie d'avoir plus de confiance en moi ». Oui, c'est un objectif quand même qui est assez balèze. Et je dirais, la confiance en soi, elle ne va pas uniquement se travailler avec un coach. Elle peut aussi se travailler avec un psychologue, un psychanalyste, un psychothérapeute. Ah, exact. Donc là, moi, je vais amener une autre question qui est « Oui, mais c'est quand que tu penses que tu as confiance en toi? À quel moment? Quand j'arriverai à dire à mon patron que je suis surchargé de travail et que j'arrive à lire en toute sérénité. Voilà un objectif. Ça peut être aussi le moment où je me rends compte que je suis pas à ma place dans ma boîte et que je dois changer de job. Oui, et c'est quoi donc dans les sessions de coaching? Il arrive que les 2 premières sessions, des fois, sont uniquement orientées vers la clarification de l'objectif. Voir ce qu'on appelle les demandes cachées. Et non, moi, à partir de ça, je considère qu'un parcours de coaching pour un certain nombre d'objectifs, de 3 à 5, et qui soient liés entre guillemets entre eux, on va parler entre 6 et 10 sessions maximum. Pourquoi? Si on met trop de sessions, on va être un peu trop à son aise. Si on met trop peu de sessions, on met trop de pression. On a cette possibilité donc de le faire en 6, tout en sachant que la première, deuxième, on travaille déjà un peu l'objectif. La troisième, on a son bilan de compétences, donc on va faire ensemble parce que je démarre jamais sans un bilan de compétences. Puis ensuite, on voit quelles sont les actions à mettre en place. On est déjà à 3e, 4e session. Et 4e session, des fois aussi, c'est une petite session d'évaluation. Puis on arrive à la 5e, puis la 6e, et puis aussi le délai entre les sessions. Et j'aime bien aussi avoir des sessions qui sont très rapprochées au début, et puis qui s'étendent au fur et à mesure du temps. Pourquoi? Pour que la personne puisse mettre en place les actions qu'elle a décidé de Moi, mettre en j'appelle place. ça infuser. Exactement. Oui, c'est le sachet de thé. Et c'est là que je rejoins la métaphore de pérenniser le Exactement. changement. Parce qu'un changement, c'est prise de conscience, l'envie de changer, Tout à fait. mettre en place les processus des changements. Et souvent, les gens s'arrêtent là. Mhm. Mais non, il faut pérenniser et Ouais. ancrer ce changement. Si le travail des objectifs est bien fait, normalement la pérennisation, elle est entre guillemets quasi automatique. Ouais, Parce clairement. qu'on est en train de régler quelque chose qui nous a pourri la vie pendant des années ou pendant tout un moment. Clairement, ouais, clairement. C'est vrai. Tu vois la capacité à pouvoir dire non. Oui, mais Ouais. à qui? Et comment? Et comment? Exactement. Et pourquoi? Alors, Fouad, on est dans un pays compliqué quand même en Belgique. Hein. C'est un Mhm. pays multilingue, français, néerlandais, allemand. L'anglais sert usuellement quand on ne maîtrise pas les 3 langues nationales. Jusqu'où tu vas dans ton travail pour accompagner les gens? Est-ce que tu le fais à distance? Est-ce que tu le fais à l'international? Quelle langue tu maîtrises? Est-ce qu'on peut te contacter sur néerlandophone ou alors on ne devra pas switcher en anglais? Quelles sont les facilités qu'on a de collaborer avec toi? Je propose mes services, je suis à la base évidemment francophone. Je propose aussi mes services en néerlandais et en anglais. Maintenant, néerlandais, ça va être des néerlandophones, ça peut être donc des Belges. Néerlandophones, ça peut être également donc des Néerlandais. Tu comprends les roulements de R très bien. Les roulements de R et puis ainsi de suite. Et ça aussi, c'est une belle découverte au fur et à mesure du temps parce que c'est une langue... Je me rappelle Qui que tu m'intéresse parlais très de plus en bien. plus, Ouais, quoi. ouais, tu parles très bien. Oui, effectivement. Aussi pour des raisons personnelles, j'ai aussi baigné donc dans le bain flamand. Le français, ça peut être en Belgique, je travaille aussi en France. Ça peut être également au Maroc ou dans d'autres pays francophones. Je veux dire que la majorité de mes activités aujourd'hui se situent en Belgique. Mais tu le fais en présentiel, tu fais jamais Et de je le fais en coaching à présentiel. distance. Je peux le faire à distance. Ça va pas forcément être ma préférence. J'en ai un exemple où j'accompagne une personne qui, par son travail, a des difficultés à venir en présentiel. Et donc, ça l'aiderait pas forcément. On essaye, donc dans ce genre de trajet, d'avoir au moins 1 session ou 2 sessions en présentiel. Parce que le fait de se retrouver l'un en face de l'autre, Ça change tout. ça change tout. Ouais. Tu sais, quand tu as ta session de 11h à midi ou midi 30, oui, tu vas commencer, tu es là à 11h moins 5. Ouais. Tandis que quand tu viens en présentiel, tu es déjà parti vers 10h, 10h30, le temps de faire le trajet.
Et en fait, ta session de coaching, elle a déjà commencé. Bien, tu fais le chemin mental. Parce que tu fais le chemin mental exactement en disant je vais voir mon coach. Et moi aussi, de mon côté, c'est d'aider, tiens, je vois mon candidat, voilà à quoi j'ai pensé, voilà ce que ça a éveillé la dernière fois, voilà la question que j'ai envie de lui poser, les questions que j'ai envie de lui poser. Est-ce que ce serait peut-être pas bien de faire ça ou ça ou ça ou ça? Il y a aussi une des spécificités, c'est qu'il est important de garder, nous sommes des êtres organiques, et donc de garder aussi dans le processus ce côté organique où on peut avoir certains objectifs, mais des fois il y a des basculements en plein milieu du trajet qui fait que le coaché ou la coachée va amener des éléments nouveaux exactement, qui peuvent réorienter, soit un grand accomplissement, une grande fierté, et donc qui permet de faire un grand bond en avant, soit quelque chose qui part vraiment dans un autre sens. Là, tu lances un sujet qui est célébrer les victoires. Oui. Parce qu'on se penche toujours sur les problèmes et se guérir, Oui. mais si on oublie la partie célébrer les victoires, on gâche la moitié du travail. Exactement. Donc, petit message en aparté. Exactement. On va clôturer tout doucement cette interview pour essayer d'être raisonnable pour les auditeurs. Fouad, mais je crois que je vais te réinviter, il y a trop de choses à se dire. T'es un passionné, ça se sent. Et ça trompe pas, quoi. Tu vois, ça, c'est authentique. Il y a 3 questions RH de clôture de notre interview, et je crois que ça va justement fort parler par rapport à tout ce que nous a déjà donné. Comment tu définirais un bon RH, rapidement? Un bon RH, je pense que c'est une vocation. C'est une vocation? Oui, parce qu'on est sur le domaine de l'humain, et souvent c'est une ou plusieurs personnes qui ont une orientation plus vers l'humain, ou à la base qui se projettent dans plus vers l'humain, même s'il y a un facteur économique très important. Évidemment, on a aussi la partie compensation and benefits, les avantages et ainsi de suite. Et c'est souvent la confrontation pour un RH qui commence son métier avec du rêve et de l'utopie, puis qui se rend compte qu'en de son métier, il va devoir un peu cartésien, être un peu avec le business partner occupé à parler pognon, impact et rentabilité. Exactement. Et ça casse un peu l'enthousiasme humain. Évaluation, le bonus, est-ce qu'on veut garder la personne pour ses compétences? Est-ce qu'il aura son enveloppe à la fin de l'année? Est-ce qu'elle aura son enveloppe à la fin de l'année? Est-ce qu'on le garde, oui ou non? Il y en a un qui est parti en maladie, est-ce qu'on va le réintégrer, oui ou non? Apprendre à virer aussi. Oui, exactement. Mais je pense que apprendre à virer, bon, avant ça c'est aussi un autre sujet. Hein. Ouais. Mais c'est vrai qu'on arrive sur le domaine du recrutement et du choix. Mais si la vision n'est pas claire, ben, le recrutement ne sera pas aussi clair que ça. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et un autre sujet, ce serait on recrute à l'instant T sans oublier que en fait le T n'est jamais fixe et stable, il évolue. Quand tu parles de RH, j'ai un bon exemple dans une entreprise avec laquelle je travaille aujourd'hui. Toutes les personnes des ressources humaines viennent saluer tout le monde. Elles viennent plus tôt que les premiers collaborateurs sur le floor. Waouh. Ah, ça, c'est un bel exemple. Ben, ça mène à la deuxième question. Ils ont plusieurs sites. Ma deuxième question, c'est l'effet waouh. Exactement. Ben, voilà, ça, c'est un exemple d'effet waouh. Où tu vois qu'une responsable RH d'un autre site vient très tôt, au moins une fois par mois, sur un autre site. Juste pour saluer les collaborateurs et leur parler. Elle vient travailler sur place, évidemment. Elle prend sa place, elle est disponible parce que dans cette société, le CEO travaille à côté de ses collaborateurs. Mais c'est super classe. Et ils ont tous commencé au même poste. Et donc, ils viennent se saluer. Wow. Et donc, imagine, tu commences dans cette société et tu vois une personne avec un grand sourire qui te dit « Bonjour, je suis votre RH ». Elle ne se présente même pas en tant qu'RH. Mais non. Exactement. Wow. C'est venir dire bonjour. Et donc, ça éveille aussi la curiosité chez certains en disant « Mais c'est qui cette personne ?» Ouais, c'est mon premier effet waouh qu'on me donne vis-à-vis de regard d'un autre. Bah, y a d'autres choses, évidemment, qui peuvent encore améliorer. Là, ils ont à prendre le turnover, quand même assez important. Sinon, à part ça, je trouve, mais c'est génial ce que vous vivez. C'est une belle action déjà. Vous vous rendez compte. Ouais, clairement. Mais là aussi, ça porte vers un contraste qui est, bon, dans tout effet waouh, évidemment, tu vas faire un effet un peu moins waouh qui est, mais alors pourquoi telle ou telle personne ne vient pas nous saluer le matin? Ouais. Ça, c'est le dilemme, la question. Et donc, ça fait le lien justement avec les RH. Ouais. Et donc, quand tu disais, qu'est-ce qu'un RH idéal et quel est l'effet waouh, bah, souvent les deux sont liés. Ma dernière question, Fouad, sera un message que tu as envie de lancer aux patrons d'entreprise, aux dirigeants, aux managers qui nous écoutent, aux leaders qui nous écoutent aujourd'hui. J'ai envie de partager un texte de Maya Angelou, qui était une poétresse américaine, et qui dit que les gens oublieront ce que vous dites, oublieront ce que vous faites, mais ils n'oublieront jamais comment ils se sont sentis avec vous. Merci Fouad, ça fait du bien d'entendre ça une fois en micro. Merci chers auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est pas fini l'aventure avec Fouad, je crois que je vais le réinviter à mon micro. Il y a trop de sujets que j'ai encore envie de développer avec lui. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de lui laisser un message avec une gratitude, un remerciement, une question. On lui transmettra. On a dans le texte du podcast un lien qui va vers un voicemail. On sait vous recontacter, on sait transmettre à Fouad, il vous écoutera avec votre voix. Et si vous êtes d'accord et vous nous le dites dans l'enregistrement, on pourrait même le mettre en commentaire du podcast. Faites parler votre voix aussi. Fouad, à très bientôt. Merci Michel, à très bientôt. Et merci aux auditeurs. Super, likez, partagez, commentez. À bientôt. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma BXL, Innovation, Playground, espace de coworking à Ever. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégié. De Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneurs et de collaborer avec le Love Center.
Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube de Podcast Factory.org. Nous y proposons le podcast en format vidéo avec la transcription en sous-titres en plusieurs langues.